Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une injustice. Alors que le monde fait toujours face à la pandémie mondiale, que les campagnes de vaccination s'accélèrent, que la majorité de la population est vaccinée dans certains pays et qu'ils sont même sur le point de lancer la 3e dose, d'autres n'ont même pas accès à la première. Pourquoi ? Parce que les pays riches ont tout acheté. Résultat des courses, les pays en développement n'ont que des miettes. Comme l'explique le patron de l'Agence sanitaire mondiale des Nations Unies, les pays riches entrent dans une nouvelle phase dans leur campagne de vaccination, alors que l'approvisionnement en vaccins n'a même pas été suffisant pour immuniser le personnel soignant des pays en développement. Un chiffre pour donner l'ampleur de la gravité de la situation. Pour notre continent, 8 pays sur 10 risquent de ne pas atteindre l'objectif fixé pour la vaccination contre le Covid, celui de vacciner 10% des groupes les plus vulnérables contre la Covid dans chaque pays avant la fin de ce mois de septembre. Face au silence des politiques sur cette question, des citoyens, et non des moindres, ont décidé de tirer la sonnette d'alarme. Une pétition circule actuellement. Plus de 160 personnalités d'une trentaine de pays européens et africains lancent un appel au monde. 160 personnalités, des cinéastes, dont 2 palmes d'or du Festival de Cannes, des prix concours, des philosophes, des chercheurs. Ils appellent les dirigeants de l'Union européenne à geler les importations de vaccins depuis l'Afrique et à exporter massivement et gratuitement des vaccins vers le continent. À l'initiative de cette pétition, le sociologue universitaire et militant des droits de l'homme, Jean-Marc Salmon. Jean-Marc Salmon est avec nous. Également, Philippe Pselati, le directeur de recherche émérite de l'Institut de recherche pour le développement basé à Abidjan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. À l'unisson, vous avez répondu. Ah oui. Jean-Marc Salmon. Jean-Marc Salmon, je vais commencer avec vous. Cette pétition a été lancée, je le disais, il y a quelques jours. De nombreuses personnalités dans le monde y ont immédiatement répondu et signé. La pétition appelle les dirigeants et parlementaires européens à l'arrêt des importations de vaccins depuis l'Afrique. Qu'est-ce qui a motivé ? Qu'est-ce qui vous a mis en colère au point de vouloir mobiliser des personnalités dont on entend la voix, qui portent leur voix ? Écoutez, comme je suis abonné au New York Times, je lis le New York Times tous les jours et je tombe au mois d'août, le 16 août ou le 17 août, quelque chose comme ça, sur un article qui raconte qu'en fait, on fabrique des vaccins contre le Covid en Afrique du Sud, ce que j'ignorais complètement. Vous voyez, je tombe des nues, j'imaginais pas du tout ça. Et on explique en plus que ces vaccins, dans leur grande majorité, sont exportés en Europe. Voilà. Alors, je suis doublement sidéré, vous voyez, puisque si on fait des vaccins en Afrique du Sud, pourquoi on s'en sert pas en Afrique ? Alors, j'ai trouvé que c'était très choquant, évidemment. J'ai pensé en même temps qu'au fond, à partir de là, on pouvait peut-être, c'était comme une lézarde peut-être dans le mur de l'indifférence qui est entre l'Europe et l'Afrique, hein, où, vous l'avez dit, dans l'Union européenne, on approche les 70% de vaccinés. Hein. Oui. Et en Afrique, si on arrive à 3,5% ou 4% à la fin du mois de septembre, on sera content. Voilà. Alors, il y a un mur d'indifférence et je me suis dit qu'il y avait une lézarde dans ce mur. Que cette histoire qu'il y avait des vaccins qu'on fabriquait des vaccins en Afrique du Sud et qu'on les importait en Europe, c'était une lézarde dans le mur de l'indifférence. Que si ça se savait, si on insistait, ça pouvait aider à poser la question de fond qui est pourquoi il y a si peu de vaccins en Afrique et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y en ait beaucoup et non pas si peu. Voilà. Et c'est comme ça qu'a démarré la pétition et ça a été finalement facile de rassembler autant de gens d'autant de pays et des gens qui souvent ne signent pas de pétition en plus. Hein. Au milieu du cinéma, on signe peu de pétitions. Oui, tout à fait. Vous tirez également vous mettez l'accent
sur l'importance aussi de la transparence sur les quantités de doses de vaccins importées et exportées entre l'Union européenne et les pays non membres de l'OCDE. Vous venez de nous expliquer, c'est vrai que vous avez découvert ça à travers nos confrères du New York Times. Vous vous dites que si ça se savait davantage, on arriverait à changer les choses. Et pourtant, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'a eu de cesse de tirer la sonnette d'alarme, d'appeler les États du monde, les États-Unis, les pays européens, à dire « Attendez, ne faites pas cette troisième dose ». On a les pays en développement qui sont en situation difficile. Et là, c'est le silence total. C'est le silence total, mais il se passait quand même quelque chose d'important à la fin du mois d'août. Il y a eu une réunion des dirigeants de l'OMS avec les dirigeants du FMI, de la Banque mondiale et d'autres organisations. Il y a eu un communiqué que tout le monde peut lire parce qu'il est sur Internet. Et dans ce communiqué, ils réclament évidemment qu'il y ait des vaccins pour les pays les moins développés, en particulier pour l'Afrique, mais ils réclament aussi la transparence sur les quantités de vaccins produites par les laboratoires. Et ce qu'ils veulent, c'est savoir que dans leurs mots, ils disent que c'est un pipeline et il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans ce pipeline. Voilà. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de choses qui ont été promises et qui n'ont pas été livrés. Et ils disent explicitement dans leur communiqué, qui est quand même du 27 août, qu'à ce jour-là, sur les quelques 900 millions de doses qui ont été promises par les pays les plus riches, il en avait été livré seulement 10%. Voilà. Et c'est pour ça que la question de la transparence sur les livraisons, à partir des labos, où vont les doses et qui les prend, etc., est une question importante pour tout le monde. Alors, vous citiez le New York Times, je vais le citer également avec cet article notamment qui mettait l'accent sur le Sénégal, où la demande de vaccins anti-Covid augmente de jour en jour, mais qu'ils sont difficiles à obtenir et le contraste est criant. Alors qu'en Europe, les anti-vax augmentent. Sur le continent, ici, les gens veulent se faire vacciner, mais n'y ont pas accès. Bah oui, c'est la situation. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a une mobilisation anti-vaccin, beaucoup disent « mais donnez-les-nous à nous. Nous, on en veut, nous. On les veut, donnez-nous. » Et non, on n'y a pas accès. Oui, il faut véritablement que cette affaire de cette inégalité par rapport à la vaccination, ou l'iniquité vaccinale, comme dit le FMI et la Banque mondiale, devienne une affaire importante, que les journalistes s'en emparent. Je pense que c'est très important qu'on en parle en Afrique. Je pense que c'est très important qu'il y ait des articles dans les journaux en Afrique. Vous pensez que le rôle des médias est essentiel au point où nous en sommes? Oui, tout à fait, parce que je pense que à ce moment-là, les diplomates européens ici vont quand même dire que l'opinion publique en Afrique commence à se poser des questions. Ils vont envoyer des dépêches à leur ministère. Leurs ministères vont finalement dire à l'Union européenne que quand même il faudrait faire plus. Enfin, voilà, il faut pas croire que la mobilisation des gens doit seulement se faire en Europe. Il faut aussi qu'en Afrique, ça bouge sur cette question. Et il faut en faire un sujet de la conversation publique. Ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Il n'y a que les gens qui s'intéressent à la question qui sont au courant. Pour que ce soit accessible au plus grand public possible. Avec nous également Philippe Pselati, directeur de recherche émérite de l'Institut de recherche pour le développement basé à Abidjan. Vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, quelle est la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors la situation en Côte d'Ivoire, longtemps l'épidémie a été modeste et le taux de décès était très faible, entre autres parce que il n'y avait pas d'usage de la chloroquine, mais un usage d'autres médicaments pour soigner les malades. Et on a cru que la Côte d'Ivoire serait épargnée par cette épidémie, par ce virus, pour une fois. Et puis là, depuis le début du mois d'août, on a une augmentation du nombre de cas et une augmentation du nombre de décès. Alors, il est clair que
en Côte d'Ivoire, comme dans tout le reste du continent, à part l'Afrique du Sud peut-être, et l'Algérie, il y a un nombre très faible de cas repérés ou malades en fait, par rapport au nombre de cas réels. Il y a eu des études, pas en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays, qui ont montré que on avait une prévalence des anticorps Covid dans la population qui pouvait être de l'ordre de 100 fois plus que le nombre de cas déclarés et hospitalisés, déclarés. En même temps, ces 100 fois plus, n'ont pas été malades, ou très peu malades. Mmh. Donc, Oula. Allô, vous nous entendez ? Je pense on a un petit problème de réseau. Juste le temps qu'on rappelle Philippe Mselati. L'autre problème, et sur lequel il voulait mettre l'accent, c'est le fait, s'il n'y a pas très vite des vaccins pour l'Afrique, et là les experts ont été nombreux quand même à relever cela, c'est qu'il y a le risque de voir l'apparition de nouveaux variants. Et que de fait, ces nouveaux variants risquent de voyager en Europe. Jean-Marc Salmon. Oui, tout à fait. Et je pense que ça réveillera aussi les consciences de se dire, la peur peut-être de ces nouveaux variants, peut-être que ça fera bouger les choses, non ? Oui, tout à fait. Mais je pense que, alors là, par contre, l'opinion publique en Europe, beaucoup de gens ont compris la question des variants. Ils ont compris que si on laissait 1 milliard de gens sans vaccination, le virus allait muter dans différentes directions et qu'une de ces directions serait un virus encore plus dangereux. Ça, les gens en sont conscients. Voilà. Et c'est un des facteurs, évidemment, qui fait que dès que vous commencez à parler de ça, les gens vous disent « oui, bien sûr, c'est un problème, oui, bien sûr, il faudrait faire quelque chose ». Voilà. C'est pour ça que je pense qu'on peut faire changer radicalement les politiques de l'Union européenne. Je pense que c'est une position leur position qui est de promettre beaucoup et de faire extrêmement peu, est une position qui ne tiendra pas face à l'opinion publique. Mais il faut que le débat arrive dans l'opinion publique, ce qui n'est pas encore le cas. Que tout le monde se l'approprie. Philippe Mselati, je posais la question de savoir le problème des variants, si rien n'est fait, si l'ensemble du continent africain n'est pas vacciné, le risque de l'apparition de nouveaux variants qui, quoi qu'il en soit, voyagera ailleurs. Oui, tout à fait. L'OMS a fait une recommandation en août à partir d'un atelier de réflexion sur les histoires de 3e dose que les pays riches veulent mettre en place. Bon, d'accord, soit s'ils ont des politiques, ça devrait se faire peut-être dans les populations extrêmement vulnérables, les plus de 80 ans, je ne sais pas. Mais il est clair que si on privilégie la 3e dose par rapport à notre taux de vaccination à nous qui est tellement faible, où il n'y a même pas de première dose, on va permettre au virus de circuler extrêmement facilement dans une population non vaccinée. Et comme disait M. Salmon, il est clair qu'on va avoir l'émergence de variants sur le modèle du variant indien, des choses extrêmement dangereuses. Et ces choses dangereuses, il n'y a aucune raison de penser qu'elles éviteront de voyager, en particulier en Europe et en Amérique. On connaît la circulation de ce virus. Raison que ça s'arrête. Et le variant, même si on n'a pas de preuve que le variant indien soit beaucoup moins couvert par la vaccination que les autres, ça peut venir à tout moment. Donc, en dehors de l'égoïsme habituel des Européens et des Occidentaux, il serait bon que les Européens et les Occidentaux, en dehors de cet égoïsme, prennent conscience que le risque, il existe aussi pour eux s'ils laissent tout un continent à l'écart. Oui, excusez-moi. Oui, je voudrais revenir sur une chose. Je travaille sur le sida depuis très très longtemps et on a eu un combat sur les traitements des ARV, l'accès aux antirétroviraux en Afrique il y a plus de 20 ans. Cet accès aux antirétroviraux a été retardé pendant des années à un prix accessible en Afrique. Ça a coûté probablement des millions de morts. Et donc, quand le Covid est arrivé, il y a eu des avertissements
de l'Africa CDC, du CDC africain et de l'OMS, disant mais surtout ne laissons pas Ne les refaites choses, pas la même erreur. ne refaites pas la même injustice. C'est pas une erreur. Oui, vous C'est avez une parfaitement injustice. raison. Tout à fait. C'est pas une erreur. C'est les labos avaient même fait procès contre l'Afrique du Sud pour empêcher l'usage des génériques. Enfin, je veux dire, on a eu un processus à l'époque qui était très clair et qui s'est reproduit dans le cas de la Covid, puisque le vaccin Covid, les vaccins Covid qui circulent en Europe sont inaccessibles ici, les prix. En dehors du fait que les labos n'ont pas voulu publier les prix des accords qu'ils ont eus avec les pays européens, de toute façon, les prix sont inaccessibles ici. Et on a, 20 ans plus tard, la même chose avec le vaccin Covid. La COVAX était une bonne initiative en termes théoriques, mais elle n'a pas apporté de vaccin suffisant, et très loin de la quantité suffisante pour nous tous. On n'est même pas à 10%, comme vous l'avez dit dans l'introduction, on n'est même pas à 10% des populations vaccinées. On n'a pas besoin de vacciner tout le monde, mais 10%, et en particulier les soignants et les plus âgés, ça paraît le minimum indispensable. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, peut-être face à cette situation, si les choses ne bougent pas et n'évoluent pas dans les prochains mois, face à cette pandémie, il faudrait en réalité que l'Afrique s'arme toute seule, se produise, comme elle a l'intention de faire d'ailleurs le Maroc, produise ses propres vaccins? Oui, mais comme M. Salmon l'a dit, même si nous on le savait, les vaccins produits en Afrique, pour l'instant, partent vers l'Occident, partent vers l'Europe, partent vers la France, partent vers les États-Unis. Ça, c'est quand même un grand moment, quoi. Je veux dire, on arrive à fabriquer du Moderna en Afrique du Sud. Au Maroc, vous allez fabriquer du Sinopharm. Tout à fait. Alors lui, il partira pas. Alors soyez rassurés, le Sinopharm partira pas en Occident, ça c'est sûr. Et c'est tant mieux, et ça servira et chez nous et pour le continent. C'est la volonté d'ailleurs. Tout à fait. Mais je veux dire, c'est quand même extraordinaire que des vaccins partent en Occident alors qu'on n'en a pas. Hein. Oui. Donc ça, c'est un scandale. Enfin, à mon avis. C'est l'enjeu économique. Oui, c'est sans doute l'enjeu économique. Il est clair que il y a un volet quand même économique très important. Je veux dire, si ça part ailleurs, c'est pour l'argent, soyons clairs. Oui, bien sûr, mais de toute façon, la production de vaccins par les firmes qui ont produit ces vaccins-là, alors que les firmes ne produisent pas de vaccins d'habitude parce que justement elles considèrent que c'est à fond perdu, c'est uniquement pour des raisons économiques. Oui. Ça veut dire, que ce soit Pfizer, Moderna ou même AstraZeneca, jamais personne n'a pensé que ça allait être pour autre chose que de se faire de l'argent. Et la troisième dose en Occident intéresse beaucoup plus les labos qu'une première dose en Afrique qui ne va pas être prise en charge bien, quoi, financièrement. Sans prendre en compte l'enjeu, lui, mondial, puisque si tout le monde n'est pas vacciné, cette pandémie mondiale ne s'arrêtera pas quoi qu'il arrive. Ou alors, il faudrait fermer toutes les frontières. Donc, on tourne le dos, on ne regarde pas vers le sud. Pardon ? On ne peut pas fermer toutes les frontières, on le montre tous les matins. Et puis, il y a trop d'intérêts économiques aussi. Donc, on va vivre avec cette épidémie pour longtemps parce qu'il y aura toujours des variants, des résurgences, des réinfections, etc. Jean-Marc Salmon, outre les médias, cette pétition a-t-elle été remise aux politiques européens ? Eh bien, justement, c'est à ça que nous nous attachons en ce moment. Nous avons pris des premiers contacts avec des parlementaires à Bruxelles et on va avoir à Bruxelles des réunions la semaine prochaine. Et l'objectif, c'est évidemment d'obtenir un débat au sein du Parlement européen. Voilà, parce que on se rend bien compte que les arguments pour que l'Europe exporte massivement et gratuitement des vaccins en direction de l'Afrique est quelque chose qui est pour lequel il y a beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens. Hein. On vient de les évoquer. Sinon, on n'en finira pas avec l'épidémie et l'économie mondiale va en souffrir. Si le FMI se met sur les mêmes positions que l'Organisation mondiale de la santé, c'est du strict point de vue de leur objectif de croissance mondiale.
voilà, les modèles du FMI montrent que la croissance l'an prochain économique, elle va être indexée sur le taux de vaccination. Et ils se rendent bien compte que si on ne vaccine pas la planète, eh ben c'est la croissance mondiale elle-même qui va baisser. Vous voyez, même en Europe, ils ont l'an prochain les prévisions de croissance économique en Europe du FMI mettent en avant l'Espagne, qui est le pays qui a le plus gros taux de vaccination. Donc vous voyez, il y a des arguments très rationnels qui pèsent en faveur d'un changement radical de politique. Et donc, ce qu'il faut, c'est forcer la porte et arriver au débat. Et donc, c'est ce qu'on veut faire. On verra dans un mois ou deux si on y est arrivé. Et puis, il va falloir aussi arriver à discuter avec la Commission européenne. Je rappelle cette pétition, plus de 160 personnalités européennes, mais également africaines, des personnalités marocaines également, dont Mahi Benbin, Abdellatif Lahbi, le sociologue Mahdi Aliwa, et également l'ancien président du Conseil national des droits de l'homme, Driss El Yazami, très impliqué également sur cette question. Si vous aviez l'un et l'autre un message à adresser à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, puisque vous disiez, Jean-Marc Salmon, c'est important que chaque citoyen, que l'opinion publique s'empare de cette question. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur lancer aujourd'hui comme message ? Qu'il faut faire vite, qu'il faut que un peu partout, les journaux en parlent, qu'on en parle, qu'on en discute, et que ça fasse que ça, à mon avis, ça suffira à faire changer la situation. Voilà. C'est le silence aujourd'hui, qui est porté évidemment par l'indifférence, qui fait qu'il ne se passe pas grand-chose. Philippe Selati, oui. Votre message de mon côté, là encore, je vais me baser sur l'expérience du SIDA. On a réussi à gagner contre les firmes sur le prix des ARV grâce à un combat qui alliait les militants, les associations, les malades et les soignants et les chercheurs. Je pense que sur la Covid, c'est la même chose. Si on veut que les choses avancent, il faut que les associations, les partis politiques, les malades, même s'il n'y a pas d'association de malades pour de vrai dans le Covid, ce qui est bien dommage, et les soignants et la recherche prennent en compte et agissent et interviennent, en tout cas publiquement, dans tous les moyens qu'ils peuvent, pour cet accès inéquitable, contre cet accès inéquitable au vaccin. Je vous rappelle cette pétition, plus de 160 personnalités d'une trentaine de pays européens et africains qui lancent un appel au monde, qui demande aux dirigeants de l'Union européenne de geler les importations de vaccins depuis l'Afrique et exporter massivement et gratuitement des vaccins vers le continent. Partagez-les au maximum sur les réseaux sociaux, partout où vous le pourrez. Elle peut jouer un rôle important. Avec nous, celui qui est à l'initiative et le sociologue universitaire et militant des droits de l'homme Jean-Marc Salmon, était également avec nous Philippe Selati, directeur de recherche émérite de l'Institut de recherche pour le développement basé à Abidjan. Merci à tous les deux. Vivre avec vous.